Bonjour à toutes et tous déjà, effectivement, je ne vais pas redire ce qu'a dit Jean-Marc, donc effectivement je viens de Nancy, de l'Université de Lorraine. Avant de m'intéresser à l'antibioresistance, moi ce qui m'a, depuis le début de mon doctorat, ce qui m'a toujours intéressé c'est les transferts de gènes. Au départ j'avais travaillé dans un environnement très in vitro, c'est un petit peu ce qu'on discutait un petit peu ce matin, et j'ai commencé comme ça aussi. Avant de m'intéresser plus au côté plus réel dans l'environnement, environnement au sens large, c'est, on va dire, une bactérie dans son environnement naturel, que ce soit un microbe digestif, cutané, du sol, n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer des choses, je pense, qui vous parlent beaucoup, donc je passerai assez vite. Je ne vais pas dramatiser longtemps sur l'antibiorésistance. Ce n'est pas une perspective qui est joyeuse en termes d'augmentation de l'antibiorésistance chez les bactéries pathogènes, notamment des bactéries escape, avec des prévisions qui sont discutables, mais qui nous amènent à des proportions de morts annuelles qui sont quand même assez importantes à relativement court terme. Donc, lorsqu'une bactérie est exposée aux antibiotiques, ça je pense que vous le savez à peu près, il y a différents moyens pour elle de s'adapter à ce stress représenté par les antibiotiques, quel qu'il soit d'adapter son expression génique, soit une adaptation génétique. Là encore, il y a deux types d'adaptation possibles. La mutation, qui va lui permettre d'acquérir une résistance par mutation de la cible, par exemple, ou alors d'acquérir vraiment des nouveaux gènes de résistance, des exogènes, par des mécanismes de transfert horizontaux, donc des gènes qui proviennent d'une bactérie qui n'est pas du tout apparentée à celle qui le reçoit. Donc les antibiotiques, ils peuvent concourir, on va le voir, à cette dissémination de gènes d'antibiorésistance. Donc, un exemple qui est relativement connu, là pareil pour mettre un petit peu de contexte, par exemple, on sait, sous pression de sélection, que cette résistance évolue, notamment par exemple, dans le début des années 40, on a vu l'émergence et l'utilisation des premiers antibiotiques, les pénicillines, puis plus tard d'autres. Donc si on arrive comme ça à avoir des vieilles banques et des isolats, notamment de staph, on voit qu'au départ, les premières souches qu'on peut isoler sont sensibles à tous les antibiotiques qui sont utilisables. On voit que ces taux d'antibiorésistance augmentent. Bon, les proportions sont variables en fonction des banques qu'on va, analyser, si c'est des isolats cliniques, des isolats aussi environnementaux. Ces chiffres augmentent, mais dans tous les cas, la tendance est la même. On a une augmentation forte et durable de l'antibiorésistance. Même si on fait évaluer les pratiques, l'antibiorésistance ne recule pas. Et on arrive à des situations qui sont très très problématiques, où on est confronté à des échecs thérapeutiques qui sont de plus en plus fréquents. On sait, notamment pour ce qui est de la résistance à la vancomycine, c'est notamment, pas uniquement, mais notamment produit par un gène qui est le gène VAN-A, qui est porté par un transposon. Et pour ce qui est de la résistance à la méticilline, c'est un gène MECA, notamment aussi, qui est porté par des îlots génomiques assez particuliers qu'on appelle les îlots SSMEC chez Staphylocoque. Et dans tous les cas, on a affaire à ce qu'on appelle les éléments génétiques mobiles, dont je vais beaucoup vous parler du coup aujourd'hui. Donc ces éléments génétiques mobiles sont en effet connus pour être relativement divers, il y en a de toutes sortes, ils peuvent s'échanger des fragments les uns les autres. Donc on a des îlots génomiques, des îlots de résistance, des plasmides, des transposons, des intégrons. On peut avoir un système comme ça de poupées russes s'ils se mettent les uns dans les autres. Et on a beaucoup d'antibiorésistance aux éléments génétiques mobiles, et ce qui facilite le transfert de cette antibiorésistance entre bactéries selon trois grands mécanismes qui sont bien connus. Il y en a d'autres sur lesquels je ne vais pas insister qui sont encore moins bien connus. Donc la conjugaison qui nécessite un contact cellule-cellule physique, la transformation naturelle qui est la capture d'un ADN exogène sous forme d'ADN libre dans l'environnement, et enfin la transduction sur laquelle je vais beaucoup insister dans la seconde partie de mon talk, qui fait intervenir des virus bactériens qu'on appelle des phages ou bactériophages. Donc, la question, tout d'abord, c'est, je vais peut-être être un peu vite, la question qui n'apparaît pas là, c'est pas grave, bon, des petites choses qui ont changé dans mon diaporama, c'est pas grave, c'était probablement important, oui, ces transferts de gènes, mais la question qu'on a, c'est où, quand et comment est-ce qu'ils surviennent, finalement. Donc, ce schéma-là, c'est pareil, il est assez connu, il montre à peu près les voies qu'on a de transmission d'antibiorésistance. Alors, ce n'est pas forcément que des bactéries, ça peut être de l'ADN libre, ça peut être plein de choses, support d'antibiorésistance, et on a aussi des petites gélules là qui symbolisent les prescriptions d'antibiotiques ou les usages d'antibiotiques. Dans l'agriculture, en dehors d'Europe, c'est malheureusement pas que thérapeutique, on a aussi beaucoup d'usages
disproportionnées d'antibiotiques comme promoteurs de croissance, ce qui ne sont pas forcément une bonne idée en termes de sélection de résistance. Donc voilà, on a des choses qui sont extrêmement diverses avec les eaux usées, traitées ou pas traitées, mais dans tous les cas, on a des choses comme ça qui est assez interconnectées, hein, c'est le fameux One Health. Donc la question, une fois qu'on a tout ça à peu près en tête, c'est comment est-ce qu'on fait pour essayer de lutter contre ce problème de la dissémination d'antibiorésistance. Donc pour pouvoir essayer de répondre à ça, la question qu'on s'est posée, c'était du coup, si on veut essayer d'enrayer ce cercle vicieux, je dirais, voilà, avec plein de voies différentes, c'était quelles sont les principaux voies ou les principaux mécanismes de dissémination d'antibiorésistance. Donc en effet, on sait que depuis qu'on utilise des antibiotiques, du coup depuis les années 40, on voit une augmentation d'antibiorésistance en clinique, ça je pense qu'ici vous êtes parfaitement au courant, mais on observe la même chose dans l'environnement. Le graphique que vous avez là, c'est une analyse rétrospective de carottes de sol qui avaient été congelées. Donc l'ADN en a été extrait, c'était un sol agricole fertilisé par du fumier, donc des paysans qui utilisaient de l'antibiotique chez leurs animaux, et on voit, donc là c'est vrai pour les gènes de résistance à la tétracycline, mais on a la même chose pour les gènes de résistance au bêta-lactane, etc. On voit graduellement dans les sols aussi, dans les communautés environnementales, une augmentation de la portage de gènes d'antibiorésistance. Donc c'est vrai que la transmission interhumaine est super importante, mais ça ne peut pas expliquer tout, notamment cet enrichissement, l'émergence de nouveaux pathogènes, etc. Donc on sait très bien que sous antibiothérapie, on va sélectionner des bactéries et des gènes de résistance qui vont être relargués, que ce soit dans le contexte humain ou dans le contexte animal ou vétérinaire, dans l'environnement, plus ou moins directement, avec des systèmes de traitement qui sont pas toujours efficaces. Hein. On a extrêmement peu de stations d'épuration qui sont faites pour rejeter de l'eau qui est stérile. Ça n'existe quasiment pas. Donc on en a moins, mais on en a toujours. Hein, un abattement d'à peu près 3-4 logs, mais pas plus. Donc on relargue toujours beaucoup de choses dans l'environnement, où on a potentiellement, donc ça c'est l'espèce de boîte noire à partir de ce moment-là, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on a probablement des transferts de gènes, et ensuite on a des recontaminations via l'alimentation, via les activités de baignade, ça peut être plein de choses. Recontamination des populations, et ensuite où on peut avoir des recontaminations interhumaines, etc. Donc tout ce qui se passe dans cet aspect, je dirais cette partie-là, est plutôt floue, et c'est cette partie-là qu'on a essayé plutôt d'explorer. Donc effectivement, on le revoit ici, la question était ça, c'était essayer de déterminer où, hein, dans quel environnement à peu près, comment et quand, bon ça c'est un peu plus compliqué, mais quand, on dirait au moins où et comment se passent ces transferts de gènes, d'antibiorésistance dans l'environnement, et d'éléments mobiles. Donc pour s'adresser au où, en fait, nous on s'est dit qu'effectivement, les gènes d'antibiorésistance étaient fortement portés par les éléments génétiques mobiles. Encore une fois, on en a parlé ce matin. Il y a beaucoup de résistance aux métaux, etc. On avait parlé de co-sélection, avec les biocides, les ammoniums quaternaires et autres détergents. Donc, et effectivement, on sait aussi qu'on a énormément de polluants ou de stress qui peuvent stimuler les transferts de gènes par des mécanismes dans lesquels je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, mais on peut avoir par exemple les dommages à l'ADN ou le stress SOS par les UV, certains antibiotiques comme les fluoroquinolones, des pesticides, des éléments traces métalliques ou métaux lourds, des antibiotiques. Les tétracyclines, ça peut être extrêmement divers. Ça va être, je vais vous le remontrer, ça va être fonction de l'élément qui est stimulé et aussi de la bactérie qui héberge cet élément. Donc, il n'est pas idiot de penser que les transferts horizontaux de gènes d'antibiorésistance et d'éléments mobiles seraient plus fréquents dans les environnements impactés par les activités humaines, quelles qu'elles soient, agricoles et autres. Et au CPME, en fait, je dirais, historiquement, on s'intéresse plus aux environnements aquatiques. Alors, comme l'a dit Jean-Marc, la Lorraine, c'est un petit peu loin de l'océan, de la mer, donc c'est plutôt des environnements aquatiques d'eau douce, il pleut. Donc voilà, affectés soit par les industries, les activités agricoles, mais aussi la vie de tous les jours, hein, donc ça peut être des environnements urbains. Et pour ça, donc on fait différents types d'échantillonnage, je vous en reparlerai un petit peu, et on va aussi assez facilement taquiner des stations de traitement d'eau usée, que ce soit pareil des stations urbaines, des stations associées à des abattoirs, etc., pour essayer d'avoir différentes origines de prélèvement. Donc, je l'ai déjà dit juste avant, les trois phénomènes de transfert horizontaux qui sont les plus connus, les plus étudiés, sont la conjugaison, la transformation et la transduction. On en parle très souvent dans les cours de microbiologie.
Donc effectivement, ils ont été découverts, je dirais, depuis assez longtemps, mais on en a certaines variantes sur lesquelles je ne vais pas revenir, qui ont encore été découvertes relativement récemment. Voilà, 2014 pour la plus récente, ça fait à peu une dizaine d'années, quoi. Donc ça reste assez. Là aussi, on en parlait ce matin, on a des idées plus ou moins préconçues sur la prévalence ou la fréquence de survenue de des événements de transfert de gènes dans l'environnement. La conjugaison est souvent décrite comme celle qui est probablement la plus fréquente. Et là, c'est un petit peu au doigt mouillé, les gens pensent que c'est ça. Les deux autres, c'est un peu moins. Et puis, voilà, ils sont quasiment beaucoup moins étudiés et considérés comme étant moins probables. Et je vous invite à essayer de chercher dans la littérature, vous ne trouverez jamais un papier qui vous essaie de démontrer quel est le plus fréquent. Hein. Jamais, zéro. Mais c'est quand même quelque chose qui est super ancré. Donc on a commencé dans nos travaux il y a quelques années maintenant à se focaliser sur ce transfert par conjugaison dans les environnements dont je vous ai parlé juste avant. Donc un des éléments, je ne vais pas vous refaire tout, mais un des éléments sur lesquels on a travaillé, c'est une famille d'éléments intégratifs conjugatifs qui s'appelle la famille SXT R391, que je vous présente ici un petit peu si vous ne la connaissez pas. Donc c'est une famille qui, alors ça c'est dans les métagénomes, etc., mais il y a à peu près une centaine d'éléments maintenant, un peu plus, qui sont décrits. Donc ici on a le squelette de ces éléments qui est constant, et on a beaucoup de gènes de résistance qui viennent se mettre dans des zones ici qui sont numérotées. Donc là, on a beaucoup de gènes accessoires, et on a fréquemment des gènes d'anti-résistance. Donc il a été décrit la première fois en 92 lors d'une épidémie importante de choléra en Inde. Et bien évidemment, l'élément qui avait été isolé cette première fois portait énormément de gènes de résistance. Donc vous voyez que les gènes de résistance que cette famille d'éléments peut porter, donc c'est pas tous en même temps, hein, mais en général c'est plutôt 4-5 d'un coup. C'est chlorophénicol, kanamycine, céphalosporine, même des C4G, hein, voilà, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Donc voilà, il y a ce backbone ici. Notamment, il y a un gène qui est le gène TRAB ici, qui est un gène très conservé sur lequel on s'est focalisé après pour les études moléculaires. Cet élément, il était décrit chez Vibrio cholerae, mais ensuite on s'est aperçu qu'il était un peu plus répandu dans quelques taxons. Voilà, donc assez proche. Donc toujours des gamma-protéobactéries, plutôt intestinales ou hydriques, donc des Proteus, des Shewonella, etc. Donc effectivement, c'est des bactéries qu'on va retrouver, je disais, voilà, tube digestif, microbiote et autres. Donc dans la première étude qu'on avait fait importante sur ce sujet, on avait comme ça 3 objectifs: d'identifier les bactéries environnementales, parce que jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, c'était uniquement des études sur isolat clinique. Dans quelle mesure ces familles d'éléments étaient répandues dans l'environnement. Donc on a eu des différentes approches moléculaires, ou je vais vous montrer sur isolat aussi, environnementaux. On a essayé de regarder ce qui pouvait promouvoir leur transfert de gènes, enfin leur transfert conjugatif, avec différentes approches. Et enfin, on a utilisé des approches en bioréacteur ou en microcosme avec des environnements de l'eau de rivière, avec un peu de sédiments, pour essayer de voir comment ça pouvait se passer. Donc, dans une première étude qu'on a menée en collaboration avec des collègues de l'ANSES, je dirais de Bretagne, qui avaient une assez grande banque d'isolats environnementaux, donc des environnements d'eau douce, là aussi. Donc, ils avaient déjà caractérisé par MALDI, etc. Donc, ils savaient à peu près ce que c'était. Ils avaient aussi les antibiorésistances. On a regardé à peu près où est-ce qu'on avait du SXT ou pas, par PCR, et on a trouvé qu'on avait à peu près 8% des Vibrio cholerae environnementaux qui portaient un élément de cette famille, ce qui est relativement important. Ils étaient tous non pathogènes, bon, ça représente à peu près 1% d'isolat. Et voilà, on a un certain réservoir. Donc ça, c'est des choses qu'on pouvait faire. On essaie ensuite d'aller plus loin. On a cherché par qPCR, toujours en ciblant ce gène TRAB, je dis qu'il était dans le squelette commun. Et ici, on a échantillonné pas mal d'environnements différents, et on a normalisé l'abondance de ces éléments SXT par rapport, je dirais, aux copies d'ARN CSS. Donc c'est pas tout à fait par bactérie, mais on va dire que c'est ce qui peut s'en rapprocher un peu. On voit globalement que les abondances sont variables. On n'a aucun environnement où on n'en trouve pas. Donc ça veut dire que c'est des familles qui sont assez répandues. Et on peut monter jusqu'à des fréquences qui approchent le 1 pour 1000, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est une famille d'éléments qui est extrêmement répandue, avec effectivement des choses qui sont différentes en fonction de l'environnement. Pour les poissons, donc on travaille avec des collègues de l'ANSES, c'était des truites arc-en-ciel, des cendres, des perches, etc. Dans l'environnement aussi, c'est différent.
Donc, Wastewater Treatment Plant, c'est une station d'épuration. Donc, avec l'amont, l'aval, on voit voilà, que c'est, en général, quantitativement, ça contribue assez peu. C'est ce qu'on voit ici, parce que simplement, il y a un effet de dilution qui est assez important, notamment en Lorraine, où voilà, l'eau, c'est pas ce qui manque. Effectivement, on sait qu'on a des facteurs de dilution d'environ au moins 1000. Donc, on sait que voilà, même si on rejette des choses, très rapidement, on ne le voit plus en aval. C'est pas parce qu'il n'est pas là, c'est qu'on ne le voit plus. J'y reviendrai après. Mais globalement, voilà, c'est une famille d'éléments qui est beaucoup plus importante en termes d'abondance que ce qui pouvait être estimé par rapport aux données cliniques. Ensuite, on a essayé, peut-être j'étais un peu vite, non c'est ça. Ensuite, pour essayer d'identifier les hôtes de ces bactéries dans l'environnement, on a optimisé une méthode qui avait été développée par des collègues d'Helsinki. Une méthode que vous ne connaissez pas forcément, je pense. Donc c'est vraiment environnemental, ce qu'on appelle l'EPIC PCR. C'est une méthode qui est basée sur de la PCR fusion, donc ça vous connaissez peut-être, mais adaptée à un niveau single cell. Donc ce qui se passe, c'est que quand on prend un échantillon, on va faire une première chose qui est du métal Arcoding 16S, pour à peu près savoir qui est là. Et ensuite, on va faire différentes étapes pour pouvoir isoler ces bactéries, un petit peu comme une émulsion façon PCR digitale ou vinaigrette. Pour avoir au max une bactérie par gouttelette d'émulsion. En fait, dans cette émulsion, on a du polyacrylamide qu'on va polymériser pour vraiment physiquement séparer les billes. On a tout un processus de vérification qu'on n'a bien qu'une seule bactérie par bille. On lise ensuite ces bactéries et on va refaire une émulsion pour faire les PCR individuellement dans les billes, de manière similaire à ce qu'on peut faire en PCR digital. Et ici, la PCR fusion consiste à fusionner un fragment, ici c'est en fait un fragment de trabé, donc je sais spécifique à mes éléments mobiles, avec un fragment de 16S, et une fois que j'ai fait ces produits de fusion ici, je récupère tout pour faire simple, et je fais du séquençage NZS, et du coup je cherche qui porte mes éléments. Donc on a fait ça, donc ici ce que vous avez c'est l'arbre phylogénétique du 16S qu'on avait fait à la base, et tous les points qui apparaissent ici, ce sont les environnements où on a trouvé du SXT et chez quels autres en fait. Donc on a trouvé des éléments SXT non pas uniquement chez les gamma mais aussi chez des bêta-protéobactéries. Donc on a identifié des familles qui étaient connues dans la littérature, ce qui était plutôt rassurant, donc c'est les points blancs ici, mais aussi chez des nouveaux hôtes, notamment des campylobactères et des aéromonacées. Et on avait échantillonné ici, toujours pareil, une station d'épuration et la rivière en amont et en aval. On voit qu'il y a des hôtes qui sont typiquement environnementaux, comme Océanerospirillé, etc. Là. Donc c'est vraiment une bactérie qui n'est pas du tout pathogène, qui est vraiment environnementale. Et on a aussi des hôtes qu'on a pu trouver dans les eaux usées, en aval, mais pas en amont. Donc par rapport aux données précédentes où je vous montrais qu'à cause des effets de dilution au niveau quantitatif, on n'arrive pas à voir de choses. Quand on utilise des méthodes comme ça, avec un niveau plus qualitatif, on arrive à identifier des choses qui sont vraiment un petit peu sous le radar. Donc là, ici, c'est un pathogène qui est proche, on va dire, des campylos. Comme je disais, on s'est aussi posé la question de savoir quels étaient les antibiotiques qui pouvaient stimuler les transferts de gènes, les transferts de ces éléments génétiques mobiles. Donc on a développé une approche, on va dire, par luminogramme, si on fait un néologisme. Donc en fait, on a identifié tous les gènes importants dans la mobilité des éléments génétiques mobiles. On a récupéré les séquences promotrices et on les a fusionnées à des gènes de bioluminescence. Et ensuite, on a fait une technique, je dirais, d'antibiogramme relativement classique. Et on a enregistré la lumière émise par ces biosenseurs en réponse à différents antibiotiques. Donc ce qu'on a, c'est que plus la lumière, je dirais, est fortement émise, plus les couleurs sont chaudes ici, c'est de la fausse couleur. Donc en fait, on fait un antibiogramme classique, on prend la photo, puis après on prend avec la caméra CCD, voir, on regarde ce qui est émis. Et comme ça, on a pu cribler quand même pas mal de choses. Donc on avait pas mal de promoteurs contre pas mal d'antibiotiques. Donc là, ça vous fait à peu près 2200 points. On s'est fait aider de collègues qui font de l'informatique pour pouvoir traiter cette masse de données. Et on a pu comme ça identifier des choses qui étaient déjà connues. Tout à l'heure, je vous l'ai dit rapidement, ces éléments étaient déjà connus comme étant stimulés par la réponse SOS, donc du stress provoqué par les antibiotiques, notamment les fluoroquinolones ou les quinolones qui tapent sur le métabolisme de l'ADN, et d'autres antibiotiques qui étaient un petit peu inattendus, voilà, imipenem et astronam. Donc ça, c'est, je dirais, des effets collatéraux indésirables.
D'autant plus que dans la plupart des cas, les éléments portent des gènes de résistance, mais pas de résistance à ces antibiotiques-là. Donc vous pouvez avoir complètement des antibiothérapies qui promeuvent le transfert de résistance, d'antibiorésistance qui n'ont rien à voir. Donc on a rapidement démontré qu'effectivement les antibiotiques pouvaient ou pas, ça dépend des conditions, bien stimuler ces transferts de gènes à des doses qui sont soit fortes, soit parfois beaucoup plus faibles. Encore une fois en conditions in vitro. Et ce qu'on a pu montrer aussi, ça c'est assez intéressant, c'est que quand vous prenez les mêmes biosenseurs, les mêmes éléments mobiles, mais que vous le mettez dans des espèces différentes, la sensibilité aux antibiotiques, bon ça a priori on le sait, les CMI ne sont pas les mêmes, mais la réponse aux antibiotiques n'est pas la même non plus. Vous pouvez avoir des antibiotiques qui induisent dans une souche ou dans une espèce et pas dans l'autre. On a même des effets souches. Ici, on a 2 souches de Proteus qui sont aussi des hôtes naturels de ces familles d'éléments. Et on peut voir qu'on a des réponses qui ne sont pas forcément les mêmes, souche par souche. Donc là, quand vous commencez à mettre ça dans un contexte environnemental et une pollution antibiotique ou même une antibiothérapie chez un patient, ça commence à être compliqué. Parce qu'on ne pourra jamais vraiment prévoir ce qui va se passer. Donc là, ce n'est pas évident. On s'est aussi, je disais, posé la question de savoir, dans les contextes environnementaux, comment ça pouvait vraiment se faire. Donc les réacteurs qu'on fait sont un chouïa plus compliqués que ça, mais pas beaucoup. Donc on prend des environnements, de l'eau de rivière, un peu de sédiments, on mélange un peu tout ça, et on va l'inoculer à dose relativement faible, à peu près 10 puissance 5, 10 puissance 6 bactéries par ml, pour peu perturber les communautés environnementales. Et ensuite, on va essayer de suivre mon élément mobile ici, qui est représenté par le petit point rouge. Donc en fait, ce qu'on a fait, il y a 2 hypothèses. Soit ma bactérie, quand elle arrive, il ne se passe pas grand-chose, elle va juste décliner, donc on va perdre le signal et de l'élément mobile et de la bactérie. Ou alors il va y avoir transfert de gènes. Et à ce moment-là, c'est mon petit point rouge, là, mon élément mobile, qui se transfère vers des bactéries indigènes, et ensuite les bactéries donneuses peuvent éventuellement disparaître. Ce qu'on a fait, c'est, encore une fois, par QPCR, on a suivi le chromosome de la bactérie donneuse et l'élément mobile. Et quand on fait ça, on peut calculer des rapports comme ça. Comme l'élément chromosomique, il est là, dans le chromosome. Normalement, quand vous faites votre rapport de QPCR, s'il ne se passe pas grand-chose, on a un ratio qui est relativement stable autour de 1. Si on a un ratio qui commence à augmenter, donc est supérieur à 1, on sait qu'on a mis en évidence un transfert. On ne sait pas forcément vers qui, mais on sait qu'il y a eu quelque chose. Donc c'est ça que je vous disais, on fait des réacteurs, on échantillonne au cours du temps, on extrait les ADN totaux et par QPCR ou PCR digital, on suit et on calcule ce ratio. Donc on voit comme ça, en présence ou en absence d'antibiotiques, qu'on voit relativement rarement les choses. Et ça c'est vrai aussi pour des éléments mobiles qui, sur boîte de pétri, se transforment à des fréquences qui sont assez importantes. Ce qui n'est pas du tout évident en microbiologie environnementale, c'est le côté relativement stochastique des choses. Et on voit, par exemple, qu'en fait, on a assez souvent une situation comme celle-ci. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on a tout fait les hématite en triplicats. Dans 2 triplicats sur 3, on ne voit quasiment rien. Mon ratio, il est relativement stable, toujours proche de 1. Et dans un cas sur 3, le ratio, il monte, il est énorme, il est à 45. Donc 45 éléments par bactérie donneuse initiale. Donc c'est des rapports qui sont énormes. Mais c'est sûr que tirer des conclusions quand on a ça, même si c'est reproductible, on l'a plusieurs fois, ça devient compliqué pour savoir ce qui se passe. Mais ça, c'est la nature des choses, en fait. Il y a toujours des événements fondateurs, puis après des choses qui s'amplifient. Et c'est souvent différent de mettre le doigt sur, justement, qu'est-ce qui a fait qu'au départ, c'est parti, et ensuite, ça s'est répandu. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc on a d'autres manipulations qui sont en cours là-dessus, mais voilà, c'est vraiment des choses qui sont très difficiles à appréhender parfois. Donc globalement, si j'ai quelque chose à vous dire sur cette première partie, là, sur la conjugaison, avec cet exemple-là, c'est que même des éléments, comme je vous disais à l'instant, les éléments qui ont des fréquences de transfert qui sont super, je dirais, fortes in vitro sur boîte de pétri, comme ça, dans l'environnement, parfois il ne se passe plus rien. Mais c'est difficile à savoir parfois pourquoi. On peut avoir des choses qui ne sont pas forcément évidentes en termes de promotion ou induction des transferts horizontaux. Les effets d'hôtes, les antibiotiques qui peuvent s'absorber ou pas sur les minéraux dans l'environnement, etc. La durée de vie des antibiotiques, les tétracyclines qui sont photosensibles, il y a plein de choses comme ça.
Le fitness, aussi, on sait que c'est des choses que je ne vais pas développer ici, mais qui sont contre-intuitives. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les effets de surinfection ou d'immunité à la surinfection, entre guillemets, ou au transfert d'autres plasmides conjugatifs. Hein, on dit souvent que lorsque vous avez une receveuse qui a déjà un plasmide, elle accepte très très mal un plasmide de la même famille. En fait, dans l'environnement, c'est complètement l'inverse. Parce que la bactérie, elle s'est déjà adaptée au coût, je dirais, métabolique, au fitness de porter ce plasmide, et du coup, en fait, elle en accepte un autre très très bien. C'est juste après une chance sur deux qui reste, et du coup, comme elle est déjà adaptée, ça se passe très bien. Donc il y a des choses comme ça qui sont contre-intuitives entre l'in vitro et l'environnement, je dirais en communauté microbienne en général. On a démontré des choses autres, par exemple que le fait qu'une bactérie porte un élément mobile, ça peut impacter son devenir dans l'environnement. On a par exemple montré aussi au laboratoire que le fait pour une bactérie de porter un plasmide conjugatif, donc c'est-à-dire d'exprimer des piliers conjugatifs, ça pouvait lui permettre d'adhérer aux surfaces. Donc on a fait comme ça des manips où, dans une rivière, si vous avez des particules en suspension, ce qui est toujours le cas, vous avez des bactéries qui ont tendance à coller préférentiellement aux particules en suspension, et du coup vous avez la couche supérieure de sédiments qui est toujours beaucoup plus riche en bactéries porteuses de plasmine que celles qui flottent dans l'eau. Et ça, c'est complètement fortuit. Il y a zéro sélection antibiorésistante. C'est juste propriété de surface qui change, et du coup vous avez littéralement, je dirais, fait du cell sorting dans votre rivière juste parce que les propriétés de surface des bactéries étaient différentes. Et enfin, voilà, il y a les compositions des communautés microbiennes qui peuvent être impactées. On a montré que la biodiversité, littéralement la diversité, était super importante. Quand vous avez un environnement qui est super impacté, où il y avait des trous dans la niche écologique, elle peut se faire plus facilement envers par une bactérie exogène, une bactérie humaine par exemple, qui serait relarguée. Et du coup, si la bactérie s'implante, elle pourra d'autant plus facilement transférer ses gènes. Donc il y a aussi un lien avec la pollution. Mais là encore, ce n'est pas forcément de la sélection, c'est plutôt une opportunité que la pollution vous a permis d'avoir en termes de trous dans la niche écologique. Et tout ça, ça se mélange, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc je vous disais qu'on avait notamment commencé par faire ça au tout début, étudier la conjugaison. Quand je suis arrivé au laboratoire, on va dire quand j'ai eu mon poste de titulaire, je me suis aussi posé la question des autres, notamment de la transduction, parce qu'on avait aussi des virologues au laboratoire, donc ça permettait de tisser un petit peu des liens comme ça. Et je me suis posé la question sur effectivement ces phénomènes qu'on considère comme rares, etc. Et je vous dis, j'ai commencé à me gratter, et j'ai vu qu'en fait, personne n'avait jamais démontré cette réalité de fait plus ou moins important. Donc on a commencé à étudier la transduction. Donc la transduction, comme je disais tout à l'heure, c'était découvert dans les années 50. On décrit souvent la transduction qu'on dit généralisée. C'est une transduction comme ça où on a des virus qui vont se répliquer et en général le génome du virus se réplique. On a aussi expression des protéines virales qui vont constituer la capside. Et si tout se passe bien, c'est le génome viral, pour le virus, c'est le génome viral qui se fait empaqueter dans la capside, et de temps en temps, on dit que c'est relativement accidentel, en général, en tout cas, souvent comme ça que c'est décrit, on a un bout plutôt d'ADN bactérien qui se met dedans. Ça, c'est souvent autour de 10 puissance 1 sur, on va dire, 10 000 PFU, donc c'est par virus, je dirais. On a d'autres mécanismes qui ont été, pareil, décrits depuis très longtemps, qui sont de la transduction spécialisée, où là, on a des virus qu'on appelle des prophages, qui vont souvent s'intégrer dans le chromosome. On a des erreurs d'excision, ce qui fait qu'on a un petit bout ici d'ADN bleu, si vous le voyez, et du coup on a tous les virions nouvellement produits qui portent ce petit bout d'ADN. Souvent c'est des virus qui sont même plus infectieux, mais comme ça ils peuvent facilement transporter de l'ADN bactérien. On a aussi des choses, comme je vous disais, qui ont été découvertes encore beaucoup plus récemment, ça c'était encore une fois chez Staph aureus. On a comme ça des mécanismes qu'on peut avoir à beaucoup plus haute fréquence, donc là on arrive à 1 sur 10. Des particules qui peuvent véhiculer beaucoup d'ADN bactérien. Et là, clairement, c'est plus du tout accidentel. D'accord, ça commence à se faire beaucoup. On a aussi d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas insister, mais qui sont assez importantes. Et encore une fois, c'est assez peu rentré, je dirais, dans les consciences des microbiologistes. C'est qu'on a aussi beaucoup d'éléments mobiles qui font littéralement du phage jacking, je dirais. Ils vont, comme ça a été découvert là en 98, encore une fois chez Staph aureus, on a comme ça des îlots génomiques, et vous allez voir que ce n'est pas du tout rare, qui peuvent littéralement percevoir lorsque la bactérie est infectée par un virus. Et ce qu'ils vont faire, c'est littéralement permettre au virus de produire ces capsides virales, mais ils vont se mettre dans la capside à la place du génome viral.
Donc on a comme ça des choses qui se font à très très haute fréquence. C'est pour ça aussi que quand vous commencez à parler phagothérapie, par exemple, avec les staffs, il faut faire attention à que ça ne se produise pas. Parce que vous transférez très facilement des gènes de pathogénicité entre staffs comme ça. Ça marche très bien, il faut faire attention. Mais voilà, on a comme ça des choses qui ne sont pas bonnes. Donc au bilan, il y a encore beaucoup de choses, même in vitro, qui sont encore en train d'être découvertes, notamment pour la transduction. Il y a même des mécanismes qu'on a mis en évidence qui ne sont même pas appelés. Voilà. Ils n'ont pas de nom, c'est juste une transduction bizarre. Voilà. Donc comme je le disais, la transduction est souvent décrite comme ça. Là, c'est typiquement un bouquin. Voilà. Donc, vous le voyez, donc effectivement, c'est décrit comme ça. Vous avez un virus qui arrive, il injecte son matériel génétique après s'être absorbé, il va plus ou moins endommager l'ADN de la bactérie hôte, il va du coup permettre la production de protéines virales, répliquer son génome, et de temps en temps, on a une erreur. C'est comme ça que c'est littéralement dit. Hein. Voilà, une erreur. Cette particule, je dirais, c'est pas vraiment un virus, mais elle garde sa fonction de seringue à ADN. Peu importe qu'il y a dedans, ça marche pareil. Donc lorsqu'elle se fixe sur un nouvel hôte, elle injecte son ADN, et là encore, souvent, c'est marqué que par recombinaison homologue, l'ADN injecté s'intègre. Et c'est écrit tout le temps comme ça, partout. Pareil, quand vous commencez à regarder, vous dites, est-ce que toutes ces étapes sont vraiment comme ça ? Donc, on vous dit souvent, effectivement, les phages ont un spectre d'eau très restreint, donc c'est notamment pour ça que c'est pas important. Mais quand vous commencez à regarder, vous avez des phages, même des phages extrêmement bien connus, des modèles de la biologie, comme P1, qui ont en fait un spectre super large. Et en plus, il y a des choses qui sont subtiles, c'est que le spectre où le virus se fixe et injecte, et le spectre où il arrive à faire un cycle viral complet n'est pas le même. Hein ? C'est comme être en contact avec un pathogène et avoir un pathogène qui développe une infection. Mais là, on a la même chose. Donc vous avez comme ça des virus P1 qui non seulement peut infecter beaucoup de protéobactéries, pas que coli, mais en plus, il est capable de s'absorber sur d'autres protéobactéries, y injecter leur ADN, même s'il ne fera pas un cycle viral complet. Donc on va dire que sur le spectre d'hôtes, il est restreint aux gamma-protéobactéries, sauf qu'il peut en fait, dans la réalité, transduire toutes celles-ci. Là, ça commence à faire beaucoup. On voit aussi que, on dit souvent que la capture d'ADN comme ça, c'est aléatoire. C'est rare, c'est accidentel, ce que vous voulez. Mais là encore, si vous recherchez dans la littérature, vous pouvez trouver quelques exemples. Bon là, par exemple, ce cas-là, il était assez peu, visible, parce que c'est dans une bactérie qui était non pathogène. Mais vous avez comme ça, c'était chez Lactobacillus, je crois, une famille de plasmide particulière qui, lorsqu'elle est portée par la bactérie, qui est infectée par un virus particulier, va tellement parasiter le virus que là, c'est plus 1 de temps en temps. Vous avez une fréquence de 1. Ça veut dire que tous les nouveaux particules produites, c'est plutôt 1 sur 2 quasiment, portent le plasmide. Voilà, c'est plus accidentel. Hein. Donc là, vous avez la transduction de plasmide qui se fait à une fréquence qui est monstrueuse. C'est pareil ici, on va toujours vous dire que c'est de la recombinaison homologue. Bon, forcément, quand on va transduire du plasmide, ça marche plus. Et vous avez aussi plein de cas dans la littérature qui vous démontrent que vous pouvez avoir des transpositions comme ça de transposons. Donc le transposon est littéralement sur l'ADN injecté, il va transposer dans le chromosome receveur par exemple. L'ADN là, vous ne le reverrez jamais, sauf que pouf, par magie, vous avez un transposon qui est apparu de nulle part. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont entre guillemets pas envisagées quand on dit est-ce que la transduction c'est important ou pas, ou fréquent. Il y a aussi la notion même de savoir qu'est-ce que c'est qu'un phage transducteur. Hein, par exemple, le phage P1 dont je vous parlais juste avant, il produit des transductions qui sont quand même pas négligeables, 10-4, 10-5, hein, donc bactéries infectées qui sont en fait des transductants, qu'on peut sélectionner avec, je sais pas, transfert de la résistance à la tétracycline par exemple. Le phage mu, lui aussi, il est considéré comme transducteur, même si c'est un petit peu différent, je ne vais pas revenir dans le détail, mais voilà, des fréquences qui sont 10.9, ça reste détectable sur une mode de Petri, hein, sans problème. Et puis vous avez des phages ici, par exemple, ça c'est un phage de Staph, il est considéré comme non transducteur. Et ça, c'est quelqu'un qui a décrété un jour qu'il était non transducteur, simplement parce que lui, en fait, il ne transfère pas les îlots-SCCMEC dont je vous parlais tout à l'heure. Donc tu vois, il ne transfère pas la méthicilline, du coup je dirais qu'il est non transducteur. Bon, il transduit autre chose, pas celui-là, mais. Donc c'est compliqué. Donc en fait, il n'y a pas de définition. Un plasmide conjugatif et non conjugatif,
on sait à peu près dire ce que c'est. Phage transducteur, personne ne pourra vous dire ce que c'est. Et on a plus ou moins des gradations de ceux qui le font très très bien, ceux qui le font plutôt pas bien, mais il n'y a pas de cutoff, on ne sait pas. Il y a aussi des choses qui montrent de plus en plus que quand vous prenez des métaviromes, par exemple, on trouve extrêmement rarement de gènes d'antibiorésistance dans des génomes de phages. Vraiment qui se seraient insérés par un transposon, par exemple. Simplement parce qu'en général, le volume de la capside est super bien calibré à la taille du génome. Donc le génome accepte peu d'être, je dirais, augmenté en taille de manière démesurée. Donc ça peut arriver, mais c'est en général assez rare. D'accord ? Donc le corollaire, c'est que, je vais vous montrer que c'est vrai, l'idée que j'avais, c'était si j'arrive à détecter des gènes d'antibiorésistance ou des éléments mobiles dans des fractions virales purifiées d'environnement, il y a de fortes chances que ce n'était pas dans des génomes viraux, mais porté par de l'ADN bactérien qui aurait été capturé plus ou moins par accident. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est ce que les études qu'on a commencées il y a quelques temps, pour essayer de voir notamment quels étaient les réservoirs d'antibiorésistance. On va les voir en fonction de leur compartimentation, je dirais, dans des bactéries ou dans des phages, par exemple, dans un écosystème de rivière. Et puis on pouvait avoir, là encore, si encore une fois nos stations d'épuration pouvaient avoir un impact. Je suis dans les temps ? Ouais, c'est bon. Donc là, c'est une étude qu'on a fait il y a quelques temps. On avait dans une rivière, comme ça, toujours pareil en Lorraine, prélevé, je vous disais, de l'eau, des matières en suspension dans l'eau, avec une centrifugeuse de terrain. Donc c'est un truc qu'on déplace en camion, hein. C'est assez gros. Mais c'est assez important, ça vous centrifuge 600 litres d'eau à l'heure. Ouais, c'est un truc assez important, avec une entrée et une sortie. Vous collectez toute la matière en suspension, ou alors on a fait des cordes de sédiments avec du tuyau PVC. C'est pas très compliqué comme échantillonnage. On a récupéré comme ça les sédiments de surface. De ces différentes matrices, on avait séparé simplement bactéries et phages par des systèmes de filtration dont je vais vous parler un tout petit peu, simple, et puis par qPCR, parce qu'à l'époque on pouvait faire que de la qPCR, parce que les quantités d'ADN, notamment viraux, qu'on récupère sont très faibles. Donc on n'a pas encore accès vraiment, jusqu'à maintenant, aux techniques de séquençage. Donc on était au début limité par de la qPCR ou de la DD. On a essayé de voir un petit peu ce qu'on avait. Donc les techniques qu'on avait, je vous disais un petit peu, c'est ça, de l'eau, des sédiments, des matières en suspension. On a bêtement filtré, récupéré le filtre, extrait l'ADN, on a regardé ce qu'à peu près, donc c'est très majoritairement de l'ADN bactérien. Et ensuite, on a les filtrats ici qu'on a concentrés par des filtrations tangentielles ici, qui sont, on va dire, à peu près frontales. On a fait ça, donc les volumes étaient assez petits. De 100 ml d'eau, on passait à 2 ml de concentrat. Et dans la littérature, bon, je n'ai pas complètement été le premier à faire ça, mais dans la littérature, les personnes chloroforment pour enlever les vésicules qui sont souvent présentes. Ensuite, font un traitement DNase. Dit, ok, du coup j'ai mon ADN extrait ensuite, qui vient que des particules virales, et je quantifie. Moi c'est toujours pareil, j'aime bien être sûr de savoir ce que je fais. Et en fait, je me suis demandé, est-ce que notamment ma DNase, elle marchait bien ? La réponse est non. En fait, il y a énormément d'inhibiteurs de DNase, comme on peut avoir des inhibiteurs de PCR dans l'environnement. On a aussi énormément d'inhibiteurs de DNase, à tel point que parfois, elles ne marchent pas du tout. Mais zéro. Même si on en met des quantités monstrueuses, ça ne marche pas. Du coup, la qualité des résultats, ensuite, pourrait être énormément impactée si, en fait, vous avez beaucoup de contaminants. Donc, on a juste ajouté une étape toute bête, c'est qu'on a pris un ADN artificiel, qu'on mettait dans nos échantillons avant de faire de la DNase. Et ensuite, on vérifiait à la fin par qPCR si c'était toujours présent ou pas. Et en fait, on a aperçu que dans un tiers à un quart des cas, il y en avait encore plein. Du coup, échantillon poubelle. QC. Et ensuite, là, on pouvait quantifier pour de vrai. Donc je vous disais, c'est quand même pas rare. Hein, un tiers, un quart des cas. Et c'est extrêmement échantillon dépendant, mais aussi campagne dépendant. Parfois, vous avez des campagnes, le ciel est beau, l'eau est claire, pas d'inhibiteur. Et des fois, vous ne savez pas pourquoi, vous revenez la semaine d'après, échantillon au même endroit, et là, vous mettez toute la campagne poubelle parce qu'elle est toute complètement inhibée, et vous ne savez pas forcément dire pourquoi. C'est le côté parfois aussi un peu frustrant d'avoir des matrices environnementales qui sont très très variables d'une campagne à l'autre. Donc on a quantifié par qPCR quelques gènes d'antibiorésistance, éléments mobiles, intégrons, etc. Et on a fait ce que font les gens de manière relativement classique, exprimer leur nombre de gènes ou d'éléments mobiles par milligramme de matière, tout d'abord. Parce que le souci avec les virus, c'est qu'on n'a pas de gènes qui sont communs, comme le CSS pour les bactéries. Donc c'est ça qui est un petit peu gênant. Donc là, on voit qu'on retrouve
quasiment tous les marqueurs dans l'eau, les sédiments, les matières en suspension, à des quantités qui sont différentes. Et là aussi, c'est sur ce genre de données, par exemple, que les personnes, sur lesquelles se basent les personnes pour dire, finalement, dans les phages, j'ai beaucoup moins de choses que dans les bactéries, du coup, ils sont moins importants. La transduction est moins importante. Et effectivement, quand on fait les rapports, qu'est-ce que j'ai dans une bactérie divisé par qu'est-ce que j'ai dans les phages, le rapport est très fortement positif. Là, c'est le rapport, c'est parce que j'ai pas beaucoup de BLCTXM, c'est plutôt mieux, c'est plutôt bien. Mais globalement, voilà, c'est effectivement, j'ai beaucoup plus de choses dans mes bactéries que dans mes phages. Ce qui n'est pas surprenant, notamment pour le CSS, c'est plutôt rassurant. Mais le CSS, j'en trouve quand même. Hein. Quand mon phage il prend de l'ADN au hasard, il ne choisit pas. Il peut aussi prendre des bouts de chromosomes qui portent du CSS. Donc, ce qu'on voit, c'est que les éléments mobiles et les gènes d'antibiorésistance ne sont pas distribués de manière homogène. Hein. Je n'ai pas des rapports qui sont... je n'ai pas des échantillonnages aléatoires. Donc ça, je m'y attendais à peu près. Et on peut dire qu'on a une compartimentation biologique à des choses qui sont à peu près différentes entre les bactéries et les phages. Bon là, je m'y attendais un petit peu aussi. Mais on a aussi une compartimentation physique différente. Hein, on voit par exemple ici que les sédiments en jaune, ils sont tous très très proches de 1. Ça veut dire que là, c'est plutôt du coup du 50-50. Ça commence à être du coup assez important en termes de proportion d'antibiorésistance dans les phages. Comme je vous disais, comme on a du CSS, notamment dans les phages, et qu'avec le quality check que j'ai fait, je peux être sûr que c'est de l'ADN bactérien qui avait été capturé dans les virus, et pas de l'ADN bactérien contaminant extérieur, on s'est dit, du coup, on va pouvoir aussi exprimer une quantité de gènes d'antibiorésistance, comme on le fait classiquement, donc en copie par CSS. Et quand on fait ça, le schéma, il change beaucoup. À ce moment-là, je retrouve toujours mes marqueurs, hein, et là, je suis par CSS. Et là, je vois que la proportion que j'ai devient importante. J'ai même souvent des proportions qui sont supérieures à 1. Ça veut dire que statistiquement, j'ai plus ce gène d'antibiorésistance ou cet élément mobile qui est encapsidé que du CSS. Donc ça commence à être assez important. Et effectivement, du coup, quand on fait les rapports, là, pour le coup, on a des choses qui sont très fortement inférieures à 1. On peut décliner le 10-5. Ça veut dire que dans certains échantillons, là, on est en mini-maxi, on avait 10 000 fois plus, 100 000 fois plus même, du coup, d'ADA que de CSS dans les virus. C'est beaucoup. D'accord. Donc c'est ça, les phages transducteurs, du coup, je sais qu'ils sont transducteurs parce qu'ils portent de l'ADN bactérien, en fait, ils capturent assez fréquemment et assez facilement des gènes antibiorésistants et des éléments mobiles. D'accord. Notamment avec les phénomènes, probablement, que je vous ai présenté tout à l'heure, de capsid de jacking ou de phage jacking par certains éléments mobiles. Si ceux-ci portent des gènes d'antibiorésistance, ceux-ci seront fortement encapsidés. On s'est posé la question de savoir s'il y avait une certaine, par exemple, saisonnalité. Donc ici, on avait des campagnes qui étaient faites l'été, l'automne, l'hiver, etc. Quand on exprime comme ça en milligrammes, en copie par milligramme de matière ou millilitres d'eau, on ne voit pas grand-chose. Mais quand on commence à utiliser cette représentation de copie de gènes par CSS, que ce soit dans les bactéries ou dans les phages, on a une belle linéarité. Là, on voit vraiment que c'est proportionnel. Donc, l'échantillonnage n'est peut-être pas complètement proportionnel, mais on a vraiment un lien entre les phages et puis la communauté microbienne de laquelle ils proviennent. Donc c'est vraiment une corrélation. Il y a... ouais, ça c'est une rivière. Ouais, du coup, tu as sédiments, matière en suspension et eau. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'effet matrice, mais il y a vraiment un effet, corrélation entre les phages et la communauté de laquelle ils proviennent. Pour aller un peu plus loin, on a essayé de voir si on pouvait voir des choses dans des environnements impactés par un rejet de stations d'épuration urbaines. Donc on a fait ici des campagnes d'échantillonnage, pareil, toujours amont, aval de la station d'épuration. Encore une fois, on a récupéré de manière un petit peu différente, je vais vous montrer l'ADN bactérien, l'ADN viral, et on a quantifié, là toujours pareil, par Q ou DDPCR, un peu plus de marqueurs, pour essayer d'augmenter un petit peu notre capacité. Maintenant, on passe au séquençage. Et du coup, je vous disais, on a changé légèrement notre méthode, donc elle est relativement similaire à ce qui se passe, ce qu'on avait fait juste avant. Toujours pareil, pré-filtration, on récupère le filtre, ça ne change pas. Mais en fait, au lieu de passer de 100 ml, on est passé à 5 à 20 litres. Donc c'était un petit peu différent. Et là, pour concentrer nos virus, on a détourné des systèmes de dialyse qu'on pouvait utiliser à l'hôpital pour dialyser des patients. C'est exactement les mêmes cartouches.
Donc là, par rapport à un filtre, je dirais sphérique classique de 47 mm, là, qui fait quelques centimètres carrés, avec les cartouches de dialyse, j'ai plutôt 2,5 mètres carrés. Donc j'ai des proportions, je dirais des capacités de dialyse qui étaient beaucoup plus importantes. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé comme ça à concentrer 20 ml d'eau de rivière en 10 ml, ce qui m'a permis de faire beaucoup plus d'analyses. On avait toujours le même contrôle qualité. Là encore, on a viré pas mal d'échantillons qui n'étaient pas bons. Je vous disais, ça pouvait aller jusqu'à 100% en fonction des campagnes d'échantillonnage. Et on a regardé ce qu'on avait. Donc là, on a un peu plus de marqueurs. Donc ce que vous avez, c'est encore une fois là, les nombres de copies par ml. Je vais représenter à peu près les mêmes données. Nombre de copies par ml d'eau. Donc là, j'ai fait que de l'eau. Donc dans les bactéries et dans les virus, on voit, donc là, on est amont, aval, effluent de station d'épuration. Globalement, pour les bactéries, on ne voit pas de grosse différence entre l'effluent de station d'épuration et la rivière. Donc il y a deux hypothèses qui ne sont pas exclusives. Soit la station d'épuration marche très très bien, soit la rivière n'est pas très très propre. Bon, c'est probablement un peu des deux. Mais par contre, pour les populations virales correspondantes, c'est vraiment très différent. On voit bien que les échantillons orange ici qui viennent de la station d'épuration sont vraiment très différents. Il y a vraiment quelque chose qui est différent pour voilà. Donc on peut avoir encore une fois parfois des choses qui sont assez importantes pour des choses qui sont voilà, blind DM, on en trouve un peu, des plasmines, etc. On peut voir aussi que ici, ma première colonne, c'est encore une fois mon ADN ribosomique 16S, et on voit que de mon effluent de station d'épuration, j'ai 100 fois plus de 16S par ml d'eau que dans la rivière. Pareil, 100 fois plus, c'est beaucoup, et ça suggère que j'ai à peu près 100 fois plus de phages transducteurs rejetés par ml d'eau d'effluent de station d'épuration que dans ma rivière. Donc là encore, c'est inquiétant. Mais du coup, ça corrèle avec à peu près tous les marqueurs que je vois beaucoup ici. Donc on ne voyait pas d'effet, je dirais, qualitatif sur la décharge, le rejet des effluents de station d'épuration en rivière. Ici, c'est une manière de vous représenter au stade d'une communauté microbienne. Je vous disais, au départ, on prend un échantillon, on sépare bactéries et phages, et après, ici, on a juste calculé le pourcentage. Mais du coup, les phages, ça véhicule combien en termes de pourcent d'antibiorésistance? Donc ici, vous avez ces pourcentages au stade d'une communauté microbienne. Les éléments génétiques mobiles de ma gène antibiorésistance, ils sont à quel pourcent, quelle fréquence dans les bactéries et quelle fréquence dans les phages. Donc ici, 10 puissance 0, c'est 1%. Là, j'ai 100%. Et en général, les gens s'attendent à ce que ça soit fifrelant. Pas grand-chose. Mais en fait, c'est plutôt pas négligeable. Et parfois, on a des échantillons qui dépassent le 50%. C'est-à-dire 50% qui sont dans les phages, 50% dans les bactéries. Et au top du top, ici, on arrivait pour SUL1 à 90% dans un échantillon dans les phages. Ce qui commence à faire beaucoup. Hein. Et je vous promets que je suis assez sûr de moi, en termes de qualité des résultats. Donc c'est beaucoup. Donc en moyenne, ça faisait à peu près 5% du 16S. Là, en moyenne, je suis à peu près à 5% dans l'effluent de station d'épuration. Donc pareil, 5%, c'est pas négligeable. Je vous disais, SUL1 au max 90, mais en moyenne 32%. Et pareil pour les plasmines 1KFC. C'est pareil, un tiers des plasmines ne sont pas dans les bactéries, mais sont dans les phages. Enfin, au moins des fragments de plasmines. Un tiers, c'est pareil. Un tiers, ça commence à être beaucoup. Donc dans la rivière, parfois c'est différent. Hein, des valeurs qui sont beaucoup plus basses dans la rivière. Pour les plasmines 1KFC, c'est pas si différent dans la rivière. Donc c'est des familles qui sont extrêmement connues chez les bactéries, en clinique aussi, très fréquemment porteurs d'antibiorésistance chez les entérobactéries. Et là, on commence à dire, tiens, est-ce que finalement ces peptides conjugatifs, ils ne pourraient pas aussi se transduire? Bon, la réponse est oui. Ils se transduisent plutôt bien. On fait transduire des gros plasmines comme ça. 60-70 kb, ça passe. Donc là, c'est l'expression de mes résultats encore par nombre de copies par 16S. Donc là aussi, on voit des choses qui sont légèrement différentes, des profils qui sont complètement différents entre ce qu'on a chez les bactéries et ce qu'on a chez les phages. Donc ce qui montre que ce n'est pas du tout, je dirais, accidentel en termes de capture. Là, l'échelle n'est pas tout à fait la même. On en retrouve plus dans les phages que dans les bactéries, souvent. Mais malgré tout, on ne voit pas d'effet majeur sur la rivière. Mais globalement, ce qui est rejeté dans les phages, il peut y en avoir, quoi. Je veux dire, parfois, c'est important. C'est des quantités qui sont assez importantes. Encore une fois, ici, c'est mon rapport bactéries sur phage. Donc, encore une fois, si mon rapport est positif, ça veut dire que j'en ai plus dans les bactéries. Si mon rapport est négatif, ça veut dire que j'en ai plus dans les phages. Donc là, c'est le calcul qui a été fait. Et globalement, on voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes comme ça.
Donc là, les différences, c'est par rapport à 1. Donc on peut clairement voir qu'on a un pattern différent dans la rivière, donc ce qui est, je dirais, bleu et violet, par rapport à l'effluent de station d'épuration. Donc globalement, que je dirais la nature même des virus ou de leur capacité de transduction dans nos stations d'épuration est différente dans la rivière. On a vraiment des risques qui sont différents. Il y a peut-être aussi une capacité, l'impact du traitement des eaux usées sur la nature des virus qui passent ou pas. Il y a certains virus qui ne passent pas le traitement, d'autres qui passent très bien. Donc on a ça aussi. Donc ça, c'était assez différent, et globalement, les phages qui sont dans la rivière ont tendance à porter plus de gènes d'antibiorésistance ou d'éléments génétiques mobiles que ceux qui sont rejetés. Donc c'est plus fréquent, mais la proportion, on va dire que c'est plus fréquent dans l'eau de rivière, mais en proportion, on en a plus quand même dans la station d'épuration. Donc ça se contrebalance un peu. Donc, pour finir, j'approche de la fin, on voit que les éléments génétiques mobiles et les gènes d'antibiorésistance sont distribués différemment dans les bactéries et dans les phages. Ce n'est pas du tout un événement qui est random. Hein. Je dirais la capture au moins, on ne va pas jusqu'à la transduction ici, mais au moins la capture est vraiment pas du tout random. Je veux dire, on peut faire la transduction, ça marche. Dans certains échantillons, on a plus de 50% de certains marqueurs qui sont véhiculés dans certaines communautés dans les capsides virales et pas dans les bactéries. Donc ça suggère très très fortement que la transduction serait un peu plus importante que ce qu'on suggère jusqu'à présent dans la littérature. C'est un phénomène qui est pas du tout, au moins qui est à prendre en compte. Donc en fait maintenant, la question qu'on va se poser, à laquelle on essaie de répondre, c'est des choses qui sont en cours, c'est essayer de vraiment calculer la proportion réelle de conjugaison, de transformation, de transduction dans l'environnement. Je ne vais pas vous développer tout ça, mais globalement, on a développé des méthodes de biologie moléculaire, des outils, de la fluorescence, etc., pour pouvoir, avec une bactérie, un même élément mobile, être capable de faire des réacteurs permettant de suivre ces trois mécanismes de transfert. Les premières manips qu'on a fait montrent que la transformation, ça marche bien, la transduction, ça marche bien. Donc c'est pareil en termes de rejet, qualité de traitement des eaux usées, ou quand des politiques publiques, par exemple, veulent dire on va commencer à réutiliser de l'eau usée pour arroser les cultures, etc., on va commencer à faire attention. Puis il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas du tout évidentes. On va dire, ah, mais du coup, on va traiter l'eau usée, mais avant d'irriguer, on va tuer les bactéries en mettant des UV. C'est vrai, ça marche. Vous mettez des UV, vous tuez les bactéries. Sauf que moi, au laboratoire, quand je mets des UV, j'ai plus de transduction. Du coup, c'est pas bon. Parce que du coup, je tue les phages virulents et ceux qui sont transducteurs, et ça marche mieux. Du coup, c'est pas évident. Mais voilà, c'est le genre de questions qu'on se pose. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous les gens qui ont pu nous donner des sous à droite à gauche, nous faire confiance un petit peu comme ça. Et puis, toutes les personnes, au moins la plupart, qui ont contribué à ce travail, donc soit au laboratoire, soit des collègues à droite à gauche, en France et en Europe, ou même un peu plus loin. Et puis, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.